Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du Shift Project consacré à notre nouveau cahier sur la résilience des villes. Donc vous êtes nombreuses et nombreux sur Zoom et sur Facebook et on est ravis d'être avec vous ce soir. Donc c'est un webinaire un petit peu plus court que ceux que nous avons l'habitude d'organiser. Un webinaire qui ouvre un cycle de 6 webinaires consacrés à la résilience, donc de 6 territoires qui ont fait l'objet d'analyses approfondies par l'équipe du Shift Project. Euh, pour vous en dire plus, donc on est ensemble ce soir pour 1 heure. On va avoir 45 minutes de présentation par Laurent Delquerou et Corentin Rillet, qui sont les auteurs de ce cahier consacré à la résilience des villes. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Vincent Chriki, qui est maire de Bourgoin-Jallieu, donc vice-président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère et conseiller départemental de l'Isère, qui va avoir un rôle de grand témoin ce soir et qui pourra réagir aux présentations que nous allons vous faire. Quelques mots sur le Shift Project. Laurent Corentin, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le Shift Project, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un think tank consacré à la décarbonation, à la transition bas carbone de l'économie, donc association loi 1901, créée en 2010, et on a plusieurs missions qui sont d'éclairer et d'influencer le débat autour de la transition énergétique, et on est aidé pour cela des shifters, donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de shifters qui nous suivent ce soir, qui sont des bénévoles, aujourd'hui près de 20 000 bénévoles qui appuient le Shift dans ses travaux et qui nous aident à diffuser nos travaux. Et donc, on a réalisé depuis 2020 un certain nombre d'analyses et de publications sur la résilience locale, la résilience territoriale, qui nous semble être un volet indispensable de cette transition bas carbone de la société. Et comme je vous le disais, donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une campagne de mobilisation d'élus locaux que nous avons lancée le 11 octobre dernier avec la publication globale consacrée à la résilience des territoires. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la résilience des villes et ensuite, jeudi, on parlera de la résilience des campagnes, puis de l'outre-mer. Donc vous voyez ici s'afficher nos 6 webinaires et nous serons également au Salon des maires et des collectivités locales du 22 au 24 novembre prochain, porte de Versailles à Paris, pour continuer à mobiliser les élus. Le cahier qui va vous être présenté ce soir est d'ores et déjà disponible sur le site du Shift Project. Vous pouvez le télécharger dans la rubrique Résilience des territoires. Et vous avez également accès à l'ensemble des cahiers sur les autres types de territoires. Nous mettrons également en ligne le support de présentation PowerPoint donc, qui va être utilisé ce soir, le replay, et vous pourrez donc revoir ces images si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin, et surtout réutiliser le support pour mobiliser vos élus, vos équipes municipales, votre territoire. On vous y encourage chaudement. Et enfin, la publication globale donc, qui répertorie l'ensemble des contenus sur les 6 typologies de territoire, qui est disponible sur notre site au téléchargement et également disponible depuis aujourd'hui sur le site de notre éditeur Yves Michel pour être donc commandé si vous voulez avoir la version papier. Je vais donc laisser la parole à Laurent Delquerou et Corentin Rillet, donc les auteurs de ce travaux de notre équipe Résilience des territoires, pour en savoir plus sur le cahier sur la résilience des villes. C'est à vous. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Ravi de cette nouvelle occasion de vous parler du projet Résilience des territoires. Je vais revenir, je vais commencer par revenir un instant sur l'objet social du Shift, que beaucoup d'entre vous connaissent, et notamment sur cette double contrainte carbone, parce qu'elle va nous intéresser aussi beaucoup sur les territoires. Donc je rappelle, la double contrainte carbone, c'est à la fois l'urgence de décarboner l'économie mondiale pour limiter l'intensité du réchauffement climatique et du changement climatique, mais c'est aussi la nécessité d'une réduction très rapide de notre consommation d'énergie fossile avant qu'elle ne diminue de fait, avant que les disponibilités ne deviennent insuffisantes compte tenu de notre consommation actuelle. Donc le Shift a travaillé, et c'est ce qui est figuré sur le schéma de droite, sur par exemple la production pétrolière des pays qui nous fournissent au niveau de l'Union européenne, et donc a montré que dans la décennie 2030, elle va s'établir à un niveau inférieur de 10 à 20% à la production de 2019. Donc de toute façon, la sortie des énergies fossiles se fera. Elle se fera de gré ou de force. Et donc c'est important d'avoir ça en tête.
parmi les travaux importants du Shift, je ne mentionne que les travaux sur la décarbonation des différents secteurs de l'économie, résumés dans le plan de transformation de l'économie française, puisque on verra qu'un certain nombre d'objectifs 2050 que nous reprenons pour les décliner sur les territoires sont issus de ces travaux. Alors, ça c'est pour le chiffre. Pourquoi les territoires et peut-être pourquoi d'abord la résilience des territoires? Cette notion de résilience qui, dans notre bouche, signifie cette capacité à anticiper, à faire face aux crises, dont on va voir qu'elles sont largement inéluctables et qu'elles vont se multiplier dans les années à venir, mais c'est aussi cette capacité à se transformer, puisque c'est à travers une large transformation que les territoires seront moins vulnérables face à cet enchaînement de crises. Alors pourquoi les territoires? Là aussi, les raisons sont multiples. D'abord parce que c'est l'espace des perturbations, des chocs climatiques, des bouleversements économiques, sociaux et politiques qui vont être liés à cette transition énergétique et cette transition écologique. Les territoires, c'est l'espace de la prise en compte des spécificités locales, des spécificités tant en termes de vulnérabilité que de ressources qui permettent des politiques adaptées, de définir des politiques locales adaptées. Et puis enfin, et peut-être surtout, c'est aussi l'espace de la proximité avec les citoyens. Donc c'est au niveau des territoires qu'on va pouvoir partager les constats, qu'on va pouvoir partager les diagnostics de vulnérabilité, et c'est aussi au niveau des territoires qu'on va pouvoir les impliquer dans la définition d'un nouveau projet, de nouvelles politiques, puisque tel est le cas, il va falloir, on y reviendra, transformer la totalité des politiques locales. Je rajouterai également peut-être une raison plus propre au Shift, c'est que c'est aussi l'occasion pour le Shift de décliner son plan de transformation de l'économie française à l'échelle des territoires dans leur diversité. Alors, un message que l'on peut garder en tête tout au long de la présentation et qui est un peu la finalité du travail du Shift, c'est de contribuer à un changement de trajectoire avant la fin du mandat pour à peu près pour un maximum de territoires français. Alors pourquoi avant la fin du mandat communal, donc avant 2026, hein, pour engager cette transformation? C'est tout simplement parce qu'il y a toute une série d'objectifs sur lesquels la France s'est engagée à l'horizon 2030. Vous avez sous les yeux les objectifs de réduction des émissions territoriales France, hein, qui ont été rehaussés au niveau de l'Union européenne, mais on aurait pu également signaler les objectifs de réduction de l'étalement urbain, où là aussi, Vincent Schrecky pourra en parler, il y a des engagements et des contraintes assez fortes qui pèsent sur les élus locaux pour diviser par deux à l'horizon 2031 leur consommation d'espace et leur étalement urbain. Donc, le mandat actuel est le seul mandat complet avant 2030. Donc, si on veut atteindre ces objectifs, eh bien, il ne faut pas s'y mettre en 2027, au début du prochain mandat. C'est dès maintenant qu'il faut s'engager. Alors, je parlais de campagne, donc on a décidé de lancer une campagne avec trois principaux livrables pour appuyer cette campagne. Emma a mentionné l'ouvrage qui résume un peu l'ensemble des messages et des outils à disposition. Il est disponible en ligne et sur commande. Les 6 cahiers posters qui, eux, ne sont pas encore disponibles, mais le seront prochainement sur commande et qui sont des outils vraiment de communication et d'animation, d'où l'idée du poster qui a été conçu pour ça. Et puis enfin, un troisième livrable qui est la plateforme web Shift My Town qui permettra d'autodiagnostiquer sa commune, son intercommunalité sur une batterie d'indicateurs, notamment de vulnérabilité énergétique. Et je rajouterai un quatrième livrable qui sont les webinaires dont nous réalisons actuellement le premier, donc la série de 6 webinaires pour chacun des 6 territoires qui peut constituer, en tout cas nous l'espérons, un bon outil aussi au service de cette campagne. Alors, on disait, le parti pris, c'est pour mieux toucher les territoires, pour mieux toucher les responsables, les décideurs locaux, à commencer par les élus. C'est
déjà de distinguer les types des territoires et donc pour tenir compte des spécificités de chacun. On pourrait également dire que ce qui est important, c'est de tenir compte aussi de la sensibilité de notre interlocuteur. Vous nous écoutez, donc vous êtes potentiellement des ambassadeurs, des relais de cette campagne. Vous connaissez bien votre territoire, mais vous connaissez bien aussi les élus à qui vous allez vous adresser. Et donc, il se trouve que les enjeux de résilience territoriale sont si vastes qu'il est possible de les aborder de multiples façons, hein, selon votre sensibilité, surtout selon celle de votre interlocuteur. Donc, certains voudront les aborder par l'angle de la sécurité alimentaire, par l'aménagement du territoire ou l'urbanisme. D'autres s'intéresseront aux enjeux de mobilité ou encore de développement économique et d'emploi. Ce sont les 4 grandes familles de politiques locales que nous avons travaillées pour justement aller au plus près des pratiques, des politiques les plus familières des élus et donc pouvoir les intéresser. Donc je donne tout de suite la parole à Corentin pour qu'il vous présente la façon dont nous proposons dans ce webinaire d'orienter le discours auprès des élus sur la résilience des villes. Donc, commençons par dresser un petit peu le portrait de ces territoires urbains dont on parlait. L'INSEE définit les territoires urbains à partir d'une grille de densité. Donc, les communes urbaines, c'est les communes les plus denses de France en termes de population. Donc, aujourd'hui, ça concerne 12% des communes françaises qui sont catégorisées comme urbaines, mais ces 12% contiennent à elles seules les 2/3 de la population française. Du coup, les villes sont des espaces évidemment qui concentrent les logements, qui concentrent les réseaux, et en conséquence, l'espace disponible est relativement restreint dans ces collectivités. Une grande part y est déjà artificialisée, particulièrement dans les centres. Et donc, si la diversité, évidemment, de ces villes réclame des solutions différenciées, des approches différenciées, ces territoires urbains partagent quand même une série de caractéristiques communes. La première d'entre toutes, la plus importante, c'est leur inexorable dépendance à des territoires tiers pour assurer leur approvisionnement et leur fonctionnement. Aujourd'hui, 98% de l'alimentation des aires urbaines est composée de produits agricoles importés. Et en raison de leur densité importante de population, les villes resteront dépendantes d'approvisionnement extérieur, même en 2050. Donc aujourd'hui, cet approvisionnement est presque quasi totalement routier. Il va falloir s'en passer dans les années à venir de plus en plus. Même si ce sont du coup des territoires dont la morphologie urbaine permet de favoriser les mobilités alternatives, ce sont tout de même des territoires où la voiture continue d'occuper la place principale, puisque 60% des trajets domicile-travail, même dans les centres urbains, ont lieu en voiture. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, qu'on passe dans les territoires de couronne, les territoires périurbains, on atteint 90% des trajets domicile-travail en voiture, à un taux équivalent à celui des zones rurales. Le fonctionnement des villes va donc rester subordonné au déplacement des actifs, des consommateurs, et également à ce transport routier dans les années à venir. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que le transport routier est le principal vecteur d'émissions de gaz à effet de serre sur ces territoires, avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre liées au routier. Suivent juste derrière les activités industrielles diverses et variées qui émettent du fait de leur consommation d'énergie, mais aussi de certains process industriels. Et ensuite, la question des bâtiments. On l'a dit, ce sont des espaces qui regroupent un grand nombre de bâtiments, que ce soit des logements ou du tertiaire, qui sont chauffés et émettent de ce fait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, on aurait pu aborder ces territoires urbains par bien des axes, la question du transport justement, par la question de la résilience alimentaire, qui est aussi un domaine qui est particulièrement traité depuis le Covid-19, ou encore à partir de la question de l'urbanisme et de cet aménagement qui occupe une place centrale dans un territoire très artificialisé. On a décidé de passer par la question du développement économique et de l'emploi. Alors pourquoi? Déjà parce que l'activité économique peut être considérée comme le premier poste d'émission de gaz à effet de serre sur la plupart des territoires urbains, parce que bien évidemment, il faut y affecter les activités industrielles, mais aussi une part des émissions qui sont liées à la production d'énergie ou de déchets, qui sont liées aux entreprises, les émissions liées au tertiaire, qui peuvent être en partie liées à la collectivité locale, mais aussi à des commerces, à des industries, les activités liées à l'agriculture, ou encore une part des émissions liées au transport, à peu près 1/3, qui sont liées à la logistique et au fret. C'est aussi un domaine qui intéresse en général particulièrement les élus. Et ce n'est pas pour rien, c'est que de l'activité économique du territoire et de son développement dépend en partie les finances de la collectivité, mais aussi l'intégration sociale, le niveau de vie et finalement le bien-être des habitants de la collectivité. Et c'est ici du coup que se pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, l'activité économique sur l'ensemble des territoires françaises est impactée par notre double contrainte carbone, par les enjeux à la fois énergétiques et par le changement climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est donc que ce n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, mais que l'attentisme
en matière de politique climatique, que ce soit de décarbonation ou d'adaptation, menacent directement les territoires urbains et en particulier leur économie locale. Alors, revenons brièvement sur ces vulnérabilités. La première d'entre elles, celle qui est criante d'actualité aujourd'hui dans le contexte énergétique et géopolitique actuel, celle que tout le monde a en tête, c'est la vulnérabilité aux crises énergétiques. Si l'énergie représente aujourd'hui en France que 2% de la valeur ajoutée produite en France chaque année, c'est beaucoup plus dans la plupart des secteurs productifs et l'industrie. Si on prend l'exemple de la production du verre avec Duralex, chaque année, c'est 5 à 7% du chiffre d'affaires dans l'entreprise qui part dans la consommation d'énergie. Dans un contexte d'explosion des prix de cette énergie, ça peut atteindre 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise, la poussant à arrêter sa production et mettre au chômage partiel ses 250 salariés à partir de novembre. On a des situations analogues qui se passent dans la chimie, dans la cristallerie avec le cas d'Arc, toutes ces industries. Donc vous pouvez voir ici un grand nombre représenté sur ce graphique, particulièrement consommatrices d'énergie, l'agroalimentaire, la chimie, la plasturgie, la métallurgie, qui sont directement impactés par la crise énergétique. Évidemment, ces secteurs ne sont pas les seuls. Tous les secteurs de l'économie sont impactés, ne serait-ce que parce qu'ils dépendent tous du transport de marchandises routier, qui est de plus en plus routier. La part du routier dans le transport de marchandises est passée de 34% en 1960 à près de 90% aujourd'hui. Ou encore parce que les consommateurs eux-mêmes doivent se rendre dans les différents commerces en utilisant leurs véhicules. Donc cette crise énergétique, elle bouscule l'équilibre économique de ces entreprises et ultimement, elle menace l'emploi sur le territoire, y compris auprès des prestataires, des fournisseurs et l'ensemble des emplois induits sur les territoires. Deuxième aspect de ces bouleversements, c'est bien évidemment le dérèglement climatique lui-même, qui aujourd'hui est une réalité sur l'ensemble des territoires français, puisque le réchauffement climatique atteint déjà 1,7 degré en France et va s'accentuer d'ici 2050. Pour la question des vagues de chaleur, on sait déjà que leur fréquence va doubler d'ici 2050 et que leur période d'occurrence de ces vagues de chaleur s'étendra de mai à octobre. Or, on sait qu'à partir d'une trentaine de degrés, il y a des risques réels pour les travailleurs, en particulier ceux qui ont une activité physique. On peut penser par exemple au secteur de la construction dans les villes. Ce qu'on a déjà remarqué au cours des canicules précédentes, en particulier celle de 2003, c'est que les vagues de chaleur entraînent une baisse de la productivité. Elle s'est établie à 3% en 2003 dans les usines en France. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les villes sont particulièrement sensibles à ces vagues de chaleur, puisqu'en raison de leur morphologie, des matériaux utilisés, du haut degré d'artificialisation, les vagues de chaleur y sont plus importantes que dans les milieux ruraux, avec du coup des effets importants sur le confort thermique des habitants, des risques sanitaires et ultimement aussi des risques pour les infrastructures, pour les réseaux, qui peuvent découler sur des ruptures de réseaux qui auront un impact sur le fonctionnement des entreprises du territoire qui dépendent de ces réseaux. Bref, toutes les entreprises aujourd'hui qui tardent à faire évoluer leurs pratiques pour faire face à ces canicules, on aurait pu parler aussi des sécheresses ou encore des crues, mettent en danger leurs collaborateurs, mais aussi la stabilité économique du territoire. Dernière évolution majeure, la décarbonation de notre économie, qu'elle soit réalisée volontairement ou subie, va entraîner de grandes transformations sur l'emploi sur tous les territoires. Les industries particulièrement émettrices comme l'automobile ou l'aéronautique ou encore le tourisme de masse vont être profondément déstabilisées. Dans le cadre du périmètre du plan de transformation de l'économie française, on a chiffré à 800 000 emplois le nombre d'emplois détruits à horizon 2050 et à 1,1 million le nombre d'emplois devant être créés pour réussir la transformation. Alors les villes parfois peuvent se sentir un peu préservées de ces choses-là en raison de la part importante des services ou encore des centres de décision. Évidemment, c'est un sentiment de sécurité qui est totalement illusoire, puisqu'en dernière analyse, l'ensemble de ces emplois de services dépendent d'activités productives, souvent carbonées, qui vont devoir se transformer, et pour lesquelles une baisse d'activité se traduira ultimement par une réduction des emplois administratifs. Donc l'enjeu est double. Anticiper la destruction des emplois les plus carbonés, pour ne pas subir les évolutions réglementaires, mais les anticiper, éviter la perte de compétitivité et des fermetures d'usines liées ou d'activités liées à la réduction des volumes d'activité, et d'autre part, créer les conditions de création d'emplois et de formation de travailleurs compétents qui auront un rôle majeur dans la transformation des entreprises et aussi de la transformation du territoire. Et il faut bien comprendre que si jamais ces besoins de formation et de reconversion ne sont pas anticipés et les gens non accompagnés, on va se retrouver, comme dans le cadre de la désindustrialisation dans le nord de la France, avec des bassins d'emploi et des villes qui risquent de péricliter. Alors, on voit bien que répondre à ces différents enjeux de résilience de l'économie locale, c'est transformer l'ensemble des politiques de développement économique et d'emploi, et notamment celles qui relèvent des communes et de l'intercommunalité. Ça tombe bien puisque la compétence développement économique est aussi celle des intercommunalités. Donc, pour les territoires urbains, comme d'ailleurs pour les autres
territoire, on a choisi de façon voilà, non exhaustive un certain nombre d'axes de transformation et on les a illustrés d'exemples locaux. Plus de 200 exemples locaux viennent illustrer et appuyer nos propositions de transformation pour tout simplement illustrer le fait qu'aujourd'hui, déjà, sur les territoires français, dans les villes, il y a un certain nombre de leviers d'actions qui sont menées, qui vont dans le sens des transformations que nous mettons en avant. Alors, je précise tout de suite que les territoires qui sont cités dans notre publication ne sont pas forcément exemplaires dans toutes leurs actions et toutes leurs politiques. Loin de là, simplement, les actions que nous mentionnons nous semblent aller dans la bonne direction et surtout pouvoir nous inspirer. Alors, le premier axe de transformation des villes en matière de développement économique, c'est la relocalisation, la décarbonation et la réduction des chaînes d'approvisionnement. Corentin a mentionné l'importance du transport routier. Donc, tout ce que l'on va pouvoir faire pour encourager cette relocalisation d'activités économiques, dont on sait qu'elle peut se traduire à court terme par une augmentation des émissions nettes de gaz à effet de serre, mais que globalement, elles les réduiront puisqu'elles viennent se substituer à des alternatives à l'étranger qui sont en général plus émettrices. Donc, il y a un enjeu à encourager, à accompagner ces relocalisations et à également encourager l'intermodalité dans la logistique. Donc, favoriser le report modal du routier vers le ferroviaire, vers le fluvial, qui est moins vorace en énergie. Et puis, vous savez qu'il est très efficace en centre urbain. La cyclologistique va limiter les émissions du dernier kilomètre et les nuisances pour les riverains. Donc, dans la publication, on va trouver des exemples de développement de cette livraison en vélo cargo de matériel pour les artisans et les professionnels, c'est le cas à Lyon, ou de développement de la voie fluviale, elle-même connectée à des vélos cargo, c'est le cas à Strasbourg, par exemple. Deuxième axe de transformation, l'accompagnement de la décarbonation des entreprises. Donc ça, c'est tous les liens de partenariat entre la collectivité publique et les entreprises. Ça peut se traduire par des conditionnalités des aides, de l'éco-conditionnalité, allant du renoncement de certains projets qui sont jugés obsolètes dans un monde post-carbone jusqu'à des aides à la décarbonation, ou les deux. On a mentionné l'exemple de La Rochelle qui, par exemple, a refusé l'installation d'un site Amazon et qui développe une coopérative carbone pour accompagner ces entreprises locales dans leur décarbonation. Ça peut se traduire également par le soutien à la mobilité durable portée par les entreprises, mobilité durable dont on sait donc réduire en fait tout simplement la voiture, la dépendance à la voiture, qu'elle présente des co-bénéfices sur les temps de transport, la fatigue, voire l'absentéisme. Donc tout ça, c'est en facilitant par exemple le télétravail ou en réduisant fortement les déplacements domicile-travail en créant des espaces de coworking. C'est le cas autour de Chenonceau où on a créé des espaces de coworking pour justement que les télétravailleurs ne se retrouvent pas seuls chez eux, mais puissent travailler, en tout cas relativement proche de chez eux, en tout cas ne pas avoir à faire de grandes distances. On a aussi des exemples de transport à la demande réservés aux salariés, soutenus par les entreprises. Il y a un exemple de l'agglomération de Vesoul dans la publication. Troisième axe de transformation, c'est justement d'anticiper l'évolution des emplois les plus carbonés. Corentin l'a mentionné. Là, une des actions clés, ça va être la connaissance, la compréhension, le diagnostic des vulnérabilités de son territoire en matière d'activité économique carbonée et de besoins de compétences, notamment sur les sites industriels les plus carbonés. On a mentionné un exemple de Bordeaux, le port de Bordeaux, qui a mené une étude avec le CEREMA qui lui permet aujourd'hui d'avoir une bonne vision de ces vulnérabilités et de pouvoir bâtir des stratégies d'évolution, de reconversion. Et c'est un axe important, un levier d'action important, de travailler les besoins de reconversion avec les acteurs de la formation de son territoire. Enfin, quatrième axe de transformation que l'on a mentionné dans ce cahier ville, c'est le développement de l'économie circulaire. Il
faut savoir que la ville foisonne d'objets qui peuvent être réemployés, qui peuvent être réparés, qui peuvent être recyclés. Petite parenthèse, un foyer français possède en moyenne 2,5 tonnes d'équipements, meubles et électroménagers. Et la fabrication de ces 2,5 tonnes d'équipements par foyer a nécessité 45 tonnes de matières premières et 6 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Donc tout ça pour dire que le soutien à la réparation et au réemploi est évidemment très pertinent et très important, que ce soit le soutien aux filières de transformation et de filières professionnelles, ou que ce soit, donc là il y a beaucoup d'exemples un peu partout en France, des annuaires, des professionnels de la réparation, des plateformes de réemploi et de recyclage des matériaux BTP, ou de prêt, du système de bricothèque, de bibliothèque, d'emprunt d'outils et de matériel, par exemple, ou que ce soit à travers la commande publique. Il y a des obligations légales aujourd'hui qui imposent des seuils minimums d'achat public de matériaux recyclés ou réemployés. On pourrait tout à fait aller au-delà. En tout cas, c'est ce que nous encourageons. Et puis, bien sûr, le soutien aux démarches d'écologie industrielle et territoriale. On mentionne souvent le projet Ecopal à Dunkerque, où déjà depuis une vingtaine d'années, plus d'une quinzaine d'entreprises développent l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire cherchent à mutualiser, à optimiser leurs ressources, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, des déchets. Par exemple, la chaleur fatale d'une entreprise voisine devient votre source d'énergie. Cette expérience est assez connue et reconnue au niveau national et international. On voit bien que le développement de cette économie circulaire, il est non délocalisable, il représente un potentiel vivier d'emploi important, sans parler du renforcement des liens sociaux qu'il permet également. Si toutes ces transformations sur les politiques de développement économique sont essentielles, elles seront insuffisantes pour rendre résilient l'économie locale si elles ne sont pas mises en cohérence avec l'ensemble des politiques publiques locales portées sur le territoire. Parce que bien évidemment, toutes les différentes politiques publiques locales ont un impact sur l'économie du territoire. Commençons par l'exemple le plus simple qui est celui de l'urbanisme et de l'aménagement. Quand on dit qu'on doit adapter l'économie locale au changement climatique, il ne suffit pas d'adapter les bâtiments directement à la main des entreprises. C'est tout l'urbanisme et le bâti de la ville qui doit être adapté. Les entreprises elles dépendent du fonctionnement de l'ensemble des réseaux urbains et ultimement, elles dépendent pour leur fonctionnement de l'habitabilité du territoire. Or, aujourd'hui, beaucoup de projets de rénovation ont lieu qui ne prennent pas en compte les effets inéluctables d'un réchauffement de 1,5 degré en 2050 et sûrement plus par la suite. Beaucoup d'immeubles encore construits aujourd'hui deviendront des mouroirs si les températures dépassent les 50 degrés. Or, on sait déjà que ce sont des niveaux de chaleur qui pourront être atteints à partir de 2050. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que réciproquement, on aura besoin d'une filière économique dynamique pour contribuer à la rénovation et l'adaptation de cet urbanisme. Deuxième point important, c'est du coup la réinvention justement de cet urbanisme pour faire face aux deux enjeux phares que l'on fait face aujourd'hui, qui sont la déplétion énergétique et l'objectif de zéro artificialisation nette. Si on veut disposer d'énergie pour le secteur économique et de marge foncière pour développer cette activité, il va falloir commencer par aller chasser leur consommation dans d'autres secteurs, et en particulier le secteur du logement, qui représente aujourd'hui 68% de l'artificialisation sur les territoires. Dans un contexte de contrainte énergétique, ce qu'on pourra économiser à travers la rénovation des passoires thermiques sur le territoire va aussi permettre d'avoir une énergie plus abondante et à meilleur tarif pour les activités économiques. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les villes, il y a un grand nombre de bâtiments qui sont hybrides et qui abritent d'ailleurs des commerces qui profiteront aussi de la rénovation du bâti. Bref, en tout cas, c'est une opportunité pour les territoires d'innover en matière de renouvellement urbain et de rénovation énergétique. Et finalement, les entreprises qui savent aujourd'hui se saisir de ces évolutions pour ensuite essaimer sur les territoires et du coup faire rayonner ce dernier. La question de la mobilité, on l'a vu au début en présentant les territoires urbains, elle est centrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans ces territoires urbains où la voiture est moins nécessaire que dans le rural, l'économie locale serait totalement à l'arrêt si on devait faire sans voiture. Côté commerce, évidemment, il n'y aurait plus de clientèle. D'ailleurs, juste une augmentation du prix des carburants pèserait sur le budget des ménages et aurait des impacts sur l'économie locale. Côté employeur aussi, les choses se compliquent avec des salariés dont le portefeuille serait impacté par ces hausses de prix qui pourraient réclamer des hausses de salaire. Et pour les entreprises, ça pourrait aussi se traduire en difficulté à embaucher, particulièrement pour celles qui ne sont pas forcément situées dans les zones les mieux desservies.
ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, la capacité dans ces territoires urbains à faire sans la voiture, c'est en quelque sorte une police d'assurance contre la hausse des prix des carburants, voire des pénuries dans les années à venir. Là, les objectifs sont clairs. Si on veut arriver à 35% des distances quotidiennes seulement parcourues en voiture en 2050, il va falloir absolument limiter et restreindre au maximum la place de la voiture dans les centres-villes. Rappelons d'ailleurs que la plupart du temps, on surestime la part des clients qui se rendent dans les centres-villes en voiture et que les centres-villes les plus dynamiques sont ceux où la voiture aujourd'hui a la plus faible emprise. C'est plus compliqué pour les zones un peu moins denses, le périurbain, où là, il n'y a pas de solution toute faite. Il va falloir l'inventer en fonction de l'urbanisme, des héritages. Par exemple, si on dispose de gares qui peuvent aujourd'hui être rénovées et à moindre frais relancer des connexions avec le centre urbain, ça peut être une piste. Sinon, il va falloir multiplier, diversifier les solutions de mobilité à travers le covoiturage, le transport à la demande, le vélo électrique et parfois encore de manière résiduelle des automobiles électrifiées pour permettre aux citoyens de se déplacer et garantir du coup la résilience de l'économie locale. Les entreprises, elles ont aussi un rôle et elles ont aussi une vulnérabilité majeure vis-à-vis de la mobilité longue distance. Que ce soit du fait du renchérissement du prix des carburants ou que ce soit parce qu'on décide de respecter nos engagements climatiques, ce qui nous amènera sûrement a priori à réduire, c'est ce qu'on prévoit dans le plan de transformation de l'économie française, les distances parcourues en avion de 35% et en voiture de 20% en matière de mobilité longue distance, ça va impacter les entreprises. Aujourd'hui, 20% des trajets longue distance sont liés à des déplacements professionnels. C'est sans compter également les trajets qui sont liés aux vacances, qui représentent 27% des trajets longue distance et qui ont directement un impact sur l'économie locale. C'est le tourisme, ce sont des secteurs qui, dans les centres urbains, sont très importants. Donc, il va falloir faire évoluer cette mobilité longue distance. C'est en partie une des responsabilités de la collectivité qui doit pouvoir travailler pour justement rénover les quartiers de gare, en faire des pôles multimodaux et finalement mettre en place l'infrastructure essentielle selon laquelle les choix des entreprises n'évolueront pas. Ça peut vouloir dire aussi refuser certains nouveaux projets qui sont aujourd'hui obsolètes, comme refuser des projets routiers ou encore des extensions aéroportuaires, alors qu'encore une fois, on veut à tout prix favoriser le ferroviaire. Quand on disait qu'il fallait relocaliser l'activité économique, le premier chantier à mettre en action, à développer aujourd'hui, c'est sûrement celui de l'alimentation. Ça tombe bien, c'est un sujet qui est assez œcuménique, qui parle aux citoyens. Aujourd'hui, relocaliser la production alimentaire, ce sera essentiel à l'atteinte de nos objectifs, puisqu'on va pouvoir réduire de 80% les flux de marchandises alimentaires à l'horizon 2050. Ça permettra d'assurer la résilience alimentaire du territoire et ça permettra aussi de créer un grand nombre d'emplois. C'est aussi l'occasion de chercher des synergies. Aujourd'hui, les collectivités locales ont un objectif. Elles doivent valoriser leurs biodéchets, les collecter et les valoriser. Ça peut être l'occasion de créer une dynamique positive des citoyens qui vont être plus incités à trier leurs biodéchets parce qu'ils ont conscience que ça participe à relancer le maraîchage autour de la ville et à produire leur alimentation locale. Donc voilà donc toute une série de politiques publiques qui, sans être directement liées à l'économie locale, seront essentielles, vont créer des effets d'entraînement et contribuer à favoriser sa résilience. Donc c'est pour ça qu'on tient à rappeler que tout en partant, comme on l'a fait, d'un des sujets, on peut, avec les élus, tirer l'ensemble des autres politiques pour arriver à une vision plus systémique des enjeux sur le territoire et à l'importance d'une mise en cohérence de toutes les politiques locales, notamment les 4 qu'on mentionne ici, l'économie, la mobilité, l'urbanisme, l'aménagement et bien sûr la question alimentaire. Alors avant de conclure cette présentation, nous voulions revenir sur 5 principes d'action, 5 critères pour prioriser l'action. C'est ceux que nous avons utilisés pour sélectionner les axes et les leviers d'action dans la publication et nous avions envie de les partager avec vous. Le premier principe d'action, il est important, on l'a évoqué, c'est déjà d'arrêter d'aggraver le problème. On dit souvent que pour agir dans la transition écologique, la transition énergétique, il faut beaucoup de moyens, c'est vrai, mais déjà, on peut renoncer ou suspendre les projets qui, clairement, ne s'inscrivent pas du tout dans la vision d'un territoire décarboné ou d'un territoire qui est capable de supporter un réchauffement global de 1,5 degré à l'horizon 2050. C'est notamment en ville les projets d'infrastructures, Corentin les a évoqués, notamment d'infrastructures routières, de contournement routier, par exemple. Sachant que éviter un tel projet, qui peut être utile à court terme, mais qui est obsolète dans un monde post-carbone, eh bien, ça sera toujours moins coûteux politiquement, économiquement, socialement, que de devoir le fermer plus tard, quand cet équipement, cette infrastructure sera bien installée dans l'économie locale.
Le deuxième principe d'action, c'est de commencer par ce qui prend du temps, et notamment ce qui prend le plus de temps. Faire ces transformations-là prendra du temps, plus ou moins selon la nature des éléments qu'il faut transformer, évidemment des ressources dont on dispose, que ce soit des ressources financières, des ressources physiques, mais aussi des ressources humaines. Par exemple, changer de comportement, par exemple sur la mobilité durable, ça représente toujours une forte inertie. Et donc, on a besoin de mettre à disposition le plus rapidement possible des alternatives, des infrastructures pour espérer une généralisation des nouvelles pratiques de mobilité active, par exemple. Troisième principe d'action, maximiser l'efficacité et l'éco-bénéfice. Les ressources sont et seront de plus en plus contraintes, donc le bon sens veut que l'on priorise ses actions sur les sujets les plus importants, sur par exemple les gisements de gaz à effet de serre les plus importants, sans disperser ces moyens. Et on va chercher l'éco-bénéfice pour les populations, l'éco-bénéfice pour les écosystèmes. Et l'exemple qu'on cite souvent, c'est l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments, qui coche à peu près toutes les cases. Quatrième principe d'action important, privilégier les liens de coopération et la contribution aux objectifs partagés. Ce que l'on veut dire par là, c'est que quel que soit le territoire, quelles que soient ses initiatives, son engagement, il restera très dépendant d'autres territoires. Et ces interdépendances, il faut non pas les nier, mais il faut plutôt essayer de les transformer en coopération. Donc il y a énormément aujourd'hui de coopération qui se développe entre les territoires urbains ou entre territoires urbains et territoires ruraux. Il y a une autre dimension qui nous paraît importante, c'est que les ressources dont disposent certaines collectivités sont essentielles à l'atteinte des objectifs de décarbonation à l'échelle nationale. Par exemple, on sait très bien que les territoires urbains n'arriveront jamais à être neutres en carbone à l'horizon 2050 du fait de la concentration de population, d'équipements et de services. Donc, il leur appartient de soutenir d'autres territoires, notamment des territoires ruraux, des territoires forestiers, pour les aider à adapter, à valoriser leurs ressources d'espaces naturels, d'espaces forestiers, sur lesquels les objectifs nationaux de décarbonation comptent énormément. Vous savez que la forêt, notamment, est un puits de carbone essentiel pour atteindre l'objectif national. Enfin, cinquième et dernier principe d'action, c'est de prendre appui sur les crises. Nous voulons dire par là que les transformations les plus ambitieuses à mettre en œuvre sont souvent celles qui sont les plus difficiles à accepter socialement, qui peuvent être aussi les plus coûteuses. Et donc, on va pouvoir bien souvent s'appuyer sur les crises pour pouvoir les faire passer. Encore faut-il les avoir préparées, avoir planifié ces transformations. Je prendrai l'exemple des relocalisations de bâtis en trait de côte, en bord de mer, où par rapport au risque de submersion, eh bien, socialement, c'est très difficilement acceptable d'accepter ces relocalisations. Ça peut être extrêmement coûteux. Et donc, que ce soit les moyens ou que ce soit l'acceptabilité, ça peut être à l'occasion d'une crise, malheureusement, qu'on va trouver ces moyens et trouver acceptable de se mettre à l'abri et de délocaliser et de déménager. Voilà, je terminerai par reprendre le message d'introduction, à savoir, et l'objet même de la campagne, qui est de changer et d'encourager à changer de trajectoire avant la fin du mandat. La fin du mandat, c'est dans 3 ans. 3 ans, c'est très court, mais pour engager, mais c'est suffisant pour engager ce changement, cette transformation. Je ne reviens pas sur les raisons qui font que le temps manque et qu'il ne faut surtout pas attendre le prochain mandat pour agir. Nous proposons, au terme de cette présentation et de façon commune à l'ensemble des territoires, 3 grandes étapes à franchir avant la fin du mandat. Alors, plus ou moins selon les moyens et l'état déjà d'avancement des territoires. Une première étape, comprendre la nature des enjeux, la partager cette compréhension et ces enjeux le plus largement possible sur les territoires, avec une mesure phare du Shift Project qui est de consacrer au moins 1% par an du budget de fonctionnement des collectivités
à cette meilleure compréhension, que ce soit la formation, que ce soit l'expertise, que ce soit la réalisation de diagnostics, pour bien appréhender la façon dont ces vulnérabilités concernent notre territoire. Une deuxième étape sur la mobilisation des acteurs autour d'un nouveau projet de territoire, une nouvelle vision sobre et résiliente de son territoire à moyen terme. Et ça peut passer par des moratoires. Le moratoire de certains projets constitue des chocs favorables au débat et à travers ces débats, rassembler l'ensemble des acteurs dans la redéfinition, l'actualisation d'un nouveau projet de territoire qui va donner ce cap, qui permettra justement cette troisième étape, à savoir la réorientation de la totalité des politiques à l'aune de ce nouveau cap, à l'aune de ces nouveaux objectifs, et donc à travers, par exemple, un travail d'évaluation de l'ensemble de ces politiques avec, à l'aune de ces objectifs. Je termine cette présentation par un clin d'œil, avant de donner la parole à Emma et à Vincent Chécry, un clin d'œil aux élus qui nous écoutent, à la fois pour évidemment rappeler leur importance et rappeler à quel point les défis qu'ils ont à relever aujourd'hui sont hors normes, mais à quel point ces défis constituent une formidable aventure dont les élus locaux aujourd'hui peuvent être et doivent être nos héros. Alors, je ne sais pas si Vincent Chécry se considère comme un héros de cette aventure, mais en tout cas, nous, ça nous intéresse beaucoup de voir comment on peut partager, quel est son regard sur la façon dont les élus locaux, ses collègues, la façon dont il faut s'adresser à eux pour justement qu'ils aient envie d'être les héros de cette aventure, les héros parmi d'autres, mais des héros quand même importants de par leur responsabilité, mais aussi leur capacité d'action au niveau de leur collectivité territoriale respective. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et je redonne la parole à Emma pour le témoignage de Vincent Chécry. Merci beaucoup Laurent Delquero et Corentin Riez, qui sont, je le rappelle, les auteurs des travaux du Shift Project sur la résilience des territoires. Alors effectivement, donc on est ce soir avec vous, Monsieur Chécry. Vous êtes maire d'une ville, donc Bourgoin-Jallieu. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération Porte d'Isère et vous êtes aussi conseiller départemental de l'Isère. Donc vous avez plusieurs casquettes ici, plusieurs raisons de vous considérer vous-même peut-être comme un héros de la résilience. En tout cas, ça nous intéresse d'avoir maintenant votre retour sur cette présentation et effectivement votre retour d'expérience aussi en tant qu'élu. Comment convaincre les élus locaux, les élus territoriaux de s'engager sur cette question de la résilience et est-ce que l'entrée qui a été choisie ici par Laurent et Corentin sur le développement économique peut être une bonne entrée pour convaincre les élus des villes de s'engager sur la résilience. Ah, il faut réactiver votre micro. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner cette occasion. Alors, je suis effectivement donc, maire de Bourgoin-Jallieu, c'est une commune de 30 000 habitants dans le nord de l'Isère, une demi-heure de voiture de Lyon à peu près. Et je m'occupe de mobilité, je suis vice-président de mon interco, je m'occupe de mobilité, et vice-président de mon département où je m'occupe de transition écologique. Donc, je suis intéressé par tous ces sujets et je trouve que l'approche proposée est très intéressante. Après, j'aurais tendance à mettre en garde sur un point qui est que tout ce qui se passe en France se passe forcément sur le territoire de collectivité. Chaque usine, chaque élément économique, c'est dans une commune, c'est dans un département, c'est dans une région. Ce n'est pas pour ça que c'est forcément les élus locaux qui sont les plus compétents ou les plus concernés par tel ou tel enjeu. Et je dis ça en particulier par rapport à une des principales clés d'entrée que vous avez choisies, qui est celle du développement économique. Les élus locaux, on a moins la main sur les process des usines ou d'un certain nombre d'activités économiques que l'État, par exemple, qui fixe des règles nationales que suivent toutes les entreprises. Et je pense que ce n'est pas anormal. Par exemple, les sujets d'éco-conditionnalité, nous, on avait l'éco-conditionnalité au département sur les aides, on a plutôt abandonné parce que
Alors, ce n'est pas tellement pour les entreprises d'ailleurs, mais l'idée que chaque entreprise doit, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, s'adresser à une collectivité qui, à chaque fois, aura une règle différente de la collectivité d'à côté, n'est pas forcément le plus efficace. Je pense que sur l'économie, on est plus efficace en étant dans l'incitation ou dans, par exemple, créer un écosystème dans des sujets précis qui concernent les collectivités et les entreprises. Je ne sais pas, pour demain, créer une filière d'hydrogène, peut-être que l'hydrogène, elle va être fabriquée à partir de l'usine d'incinération qui est sur mon territoire et on va créer une station d'alimentation en hydrogène sur un terrain qui appartient à la ville. Et après, on va discuter avec des acteurs économiques, soit producteurs, soit consommateurs d'hydrogène. Là, on a quelque chose à fabriquer ensemble. Mais pour faire les grandes règles qui régissent toutes les activités économiques, c'est peut-être quelque chose qui ne se décidera pas forcément au niveau des collectivités. Alors qu'il y a d'autres sujets que vous évoquez, où là, les collectivités ont vraiment les mains sur les manettes. Et je pense en particulier à la mobilité. Là, c'est vraiment des choses où les collectivités sont des autorités organisatrices des transports. Les transports publics se font avec des moyens publics. Tout ce qui est circulation privée, ça se fait sur des routes qu'on construit et dont on a la police. Donc là, il y a vraiment une démarche d'ensemble qui peut être conduite par les collectivités et toutes les initiatives que vous décrivez. Le covoiturage, nous on a du covoiturage sur ligne dédiée qui marche très bien, qui est quelque chose d'expérimental. Les gens s'inscrivent, les conducteurs, les chauffeurs en disant oui, moi j'emprunte cette voie-là, et ensuite les passagers, ils peuvent trouver quelqu'un qui circule. Et je pense que d'ailleurs que au-delà de tout ce qu'on peut faire sur le vélo, sur le covoiturage, sur les bus, etc., toutes les options qui sont offertes par le numérique, qui va permettre demain, chaque fois qu'on veut aller du point A au point B, d'abord d'avoir des services de mobility as a service qui vont permettre à chaque fois de choisir le bon mode de déplacement, et ensuite peut-être de découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait exactement le même déplacement dans sa voiture. Est-ce que je ne peux pas voyager avec lui? Je pense que ça offre vraiment des possibilités de plus en plus larges. Et là, les collectivités auront nécessairement un rôle absolument central à jouer. Après, il y aura aussi de la technologie. Je sais pas, je crois que dans l'intervention, il a dit les voitures électriques de manière résiduelle. Alors, je sais pas si c'était résiduel parce qu'on parlait des centres-villes. Je pense que les voitures électriques aussi auront un rôle très important à jouer dans la transition écologique. Mais là aussi, pour ça, il faut que l'ensemble des collectivités, chacune à leur niveau, mettent en place les réseaux de bornes de recharge, adaptent les nouveaux programmes de logement pour qu'il y ait des prises électriques, etc. Donc, à toutes ces étapes-là, les collectivités ont un rôle à jouer, et là, elles sont bien placées pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de c'est quoi l'évolution de la mobilité qu'on veut dans nos communes, dans nos départements, dans les régions. Et c'est un domaine où, à la différence des entreprises, où je pense que ce ne serait pas très bon que les entreprises ne puissent pas faire la même chose dans le département de l'Isère que dans le département du Finistère, avoir des modèles différents de quelle va être la mobilité, les formes que va prendre la mobilité dans différents territoires. D'abord, c'est indispensable parce que les territoires sont très différents au regard de la mobilité, et ensuite, ça permet d'expérimenter des choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Sur l'alimentation, ça, je pense que c'est vraiment un sujet dont on s'est tous saisis, notamment sur les sujets de restauration collective, mais au-delà de partenariats avec les agriculteurs, de favoriser les productions locales, etc. C'est d'ailleurs peut-être sans doute un des domaines où on est déjà allé assez loin. Je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre pour améliorer encore la situation, notamment sur la lutte contre le gaspillage, sur la gestion des déchets, mais bon, il faut évidemment continuer. Je parle de la restauration collective, qui est celle qui concerne le plus directement les collectivités. On a tous des cantines dans les écoles, on a de la restauration pour nos propres agents, etc. Je pense que sur le domaine des biodéchets, de savoir comment on recycle les déchets, comment on les utilise pour faire du compostage, comment est-ce qu'on met ça en lien avec les espaces verts des différentes collectivités. Là, il y a des choses à faire, il y a encore pas mal de marge. Bon, ce n'est pas des sujets évidents, notamment techniquement, mais pour les plus grandes collectivités qui peuvent s'équiper pour gérer ces circuits, ça peut être des choses qui sont très intéressantes. Alors, j'ai noté deux autres domaines dont vous avez moins parlé, alors que je pense que c'est des domaines qui sont absolument centraux pour les collectivités. Le premier, c'est tout ce qui est la rénovation thermique, hein, notamment de nos propres bâtiments. Les bâtiments publics sont des énormes consommateurs d'énergie. Je peux vous le certifier, car en ce moment, on voit nos factures exploser. C'est un énorme problème. Donc, voilà, nous, on avait pris les devants. On a
ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique. On a contracté avec un opérateur, dans le cas c'est Dalca, qui sont engagés sur des améliorations avec des résultats chiffrés à la clé. Mais il faut aller plus loin et c'est vraiment maintenant, ça devient un des axes majeurs de la construction, de la rénovation, c'est la question énergétique, qui d'ailleurs doit être traitée de deux manières. Sur la question de l'atténuation, où on va avoir des bâtiments qui consomment moins, mais aussi d'avoir des bâtiments qui sont adaptés à un climat de plus en plus chaud. Et ça, c'est quelque chose qui est pas tout à fait intégré aujourd'hui. Moi, j'ai l'exemple, dans ma commune, on a construit, alors c'est l'intercommunalité qui a construit dans ma commune une nouvelle piscine. On avait dit, on va faire la première piscine BEPOS, labellisée BEPOS au monde, donc bâtiment à énergie positive. Donc, on a créé le label qui n'existait pas pour les piscines. Et donc, c'est un bâtiment qui est ultra isolé, ultra performant, qui consomme beaucoup moins qu'une piscine normale, mais où il fait hyper chaud l'été, parce qu'évidemment, il est tellement bien isolé qu'il fait très, très chaud. Et en fait, cette piscine, je pense que dans 20 ans, quand Jallieu aura peut-être le climat de Marseille aujourd'hui, notre piscine, on se dira, elle est beaucoup trop chaude, on ne peut pas l'utiliser en été, c'est un problème. Donc, il faut vraiment avoir cette double réflexion. On commence à parler de la rénovation thermique. Évidemment, quand on construit un bâtiment neuf, il est bien isolé. Rénover les bâtiments existants, c'est déjà plus compliqué. Prévoir des bâtiments adaptés aux plus fortes chaleurs, je pense qu'on n'est qu'au début de cette réflexion-là. Et un autre domaine qui a été évoqué, mais vraiment en passant, et qui est absolument majeur, je pense, pour toutes les collectivités, c'est la végétalisation. Je pense que toutes les communes, sont maintenant essayent vraiment de réfléchir en termes de végétalisation, bien sûr dans les espaces publics, mais ça va beaucoup plus loin. Moi, je suis en train de revoir mon projet local d'urbanisme, mon PLU. Une bonne partie des contraintes nouvelles qu'on impose, c'est sur la végétalisation des nouveaux projets immobiliers, c'est sur avoir des espaces de pleine terre, donc vraiment des mesures qui permettent de faire que la végétalisation ne concerne pas seulement l'espace public, mais aussi l'espace privé. Et au département, on a lancé un projet Un arbre, un habitant, pour faire en sorte de planter plus d'1 million d'arbres dans le département de l'Isère, avec vraiment des axes, l'axe forestier. Donc là, on subventionne de manière importante la plantation de forêts. L'axe collectivité, on subventionne des plantations d'arbres dans les centres-villes pour également lutter contre les îlots de chaleur. On travaille avec les agriculteurs sur les haies. Et ça, la végétalisation, c'est vraiment un sujet qui, en plus, permet d'aborder la question environnementale et la question climatique d'une manière qui est visible par les habitants et qui leur parle. Parce qu'une des difficultés, c'est vraiment d'avoir une politique écologique qui soit en lien avec les attentes des habitantes et que puisse être intégrée à une politique qui, par ailleurs, va quand même nous permettre de répondre aux engagements électoraux qu'on a pris et de préparer la prochaine élection, puisque nous sommes dans un régime démocratique et il faut bien faire aussi ce que souhaitent les gens. Ce qui n'est pas si évident, évidemment, tout le monde est sensibilisé aujourd'hui à l'environnement, mais quand on dit, par exemple, aux gens, il ne faut pas d'étalement urbain, donc si vous habitez dans un village, on va essayer de construire le moins possible, aller dans la grande ville. Ce n'est pas forcément ce que souhaitent entendre les gens qui ont aussi envie de vivre dans une maison à la campagne et d'être au milieu de la verdure. Donc, les politiques qui sont des politiques de verdissement, y compris de verdissement des centres-villes, c'est des politiques qui permettent de parler de l'environnement d'une manière qui est vraiment palpable, où les gens se disent oui, c'est bien pour le climat et c'est bien aussi pour l'expérience que j'ai autour de moi. Mais bon, pour conclure sur tout ça, dans les quelques minutes qui nous restent, comme ça, si vous avez une question, une remarque, je pourrais essayer d'y répondre avant que sonnent les 20 heures. Je ne pense pas qu'il y ait tant d'efforts à faire que ça pour convaincre les élus d'être des héros de la transition écologique, ni qu'ils aient besoin de changer de cap, parce que vous savez, les élus, ils n'aiment pas changer de cap. Ils sont élus sur un projet, ils aiment bien mettre en œuvre leur projet. Mais je pense que si vous regardez les projets aujourd'hui des élus, notamment municipaux, qui ont été élus en 2020, il y en a très peu qui n'ont pas mis les questions écologiques au cœur de leur projet. Et donc, ils n'ont pas besoin de changer de cap, ils ont besoin d'accélérer. Et ça, vous pouvez les convaincre d'accélérer. Moi, en 2014, j'ai été élu sur une plateforme de droite classique, sécurité et économie, et c'était très bien, c'était légitime. Et en 2020, j'ai dit ma priorité, c'est le développement durable, mais je n'étais vraiment pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente,
notamment sur l'écologie des villes et des campagnes au sens où les gens l'entendent, pas forcément réduire les émissions de gaz à effet de serre de X%, c'est simplement, comme je l'ai dit, voir des arbres, voir plus de vélos. Mais même les automobilistes, ils ont envie de voir plus de vélos, ils ont envie d'avoir des pistes cyclables. Aujourd'hui, il y a vraiment un boulevard pour développer ces questions-là d'une manière qui soit intéressante pour les politiques et audible pour la population. Merci beaucoup, Vincent Chriqui. Alors, Corentin et Laurent, est-ce que vous vouliez réagir à certains points ou est-ce qu'on enchaîne avec une dernière question? Bon, qui nous dit mot consent. Alors, effectivement, donc vous avez répondu à plusieurs points concernant la présentation. Très concrètement, je pense qu'il y a parmi nos spectateurs, à la fois sur Zoom et sur Facebook, beaucoup de personnes donc, qui ont envie de faire bouger leur ville. Quels sont, donc vous, en tant qu'élu, quels sont les moyens de pression ou les actions qui ont aujourd'hui le plus de poids auprès des élus, justement, pour, comment est-ce qu'un citoyen lambda, je dirais, ou alors une entreprise ou une association peut s'y prendre pour vraiment vous interpeller, vous piquer votre curiosité et vous faire agir? Alors d'abord, les élus, ils sont normalement, si c'est des bons élus, assez disponibles, donc il ne faut déjà pas hésiter à aller les voir et à parler avec eux, que ce soit le maire ou l'adjoint qui s'occupe des sujets qui vous intéressent. En général, les élus, vous savez, moi, la plupart des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème, ce qui est normal. On est là, on est le premier rempart ou la première réponse pour les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais du coup, ceux qui viennent nous voir en disant j'ai une idée ou j'ai un projet ou j'ai une innovation à partager, ça nous intéresse toujours beaucoup. Et nous, on est toujours prêts à accompagner les projets, les innovations. C'est ça aussi qui est bien dans les collectivités. En fait, il y a des gros projets. La rénovation thermique des bâtiments, c'est important parce qu'avec un seul bâtiment, on peut réduire beaucoup la consommation. Et donc, ou quand on a un projet important en matière de mobilité ou une voie ferroviaire. Nous, on a Lyon-Turin dans ma région qui aura un impact majeur sur le fret ferroviaire. Voilà, il y a des gros projets. Mais il y a aussi des petites choses et en particulier des petites innovations. On essaye, ça ne marche pas, mais si ça marche, après, on peut généraliser et c'est en innovant qu'on va trouver des solutions. Moi, j'ai parlé du dispositif Lane de covoiturage sur ligne dédiée, qui est un des seuls à exister comme ça en France. Il y a cette ligne où, si vous allez de Bourgoin-Jallieu à Lyon, vous savez qu'il y a des automobilistes qui passent, ils sont inscrits. Si vous allez au point d'arrêt, vous en aurez un qui s'arrêtera au bout de 3 minutes. La preuve a été apportée que ça fonctionne. Il y a suffisamment de gens pour que vous soyez garanti en tant que passager, au bout de 3 minutes, d'avoir quelqu'un qui vous prend. Et ça coûte 10 fois moins cher que si j'avais un bus à haut niveau de service qui passe tous les 3 minutes pour ramasser des gens. Donc, des choses comme ça, s'il y a des idées, s'il y a des projets, il faut les proposer. C'est en expérimentant qu'on trouvera des solutions. Merci beaucoup. Et dernière question qui nous vient donc des spectateurs. Quels sont inversement les besoins des élus que les shifters et le shift peuvent accompagner aujourd'hui? Moi, je vous encourage à participer à la vie municipale de votre ville. Nous, on a des conseils de quartier, et je pense que toutes les grandes villes en ont. On se bat les flancs pour essayer de convaincre les habitants de venir et discuter avec nous. Et c'est toujours intéressant d'arriver en disant, voilà, moi, j'ai quand même cette attente-là sur l'écologie. Je suis sûr que les élus ils réagiront positivement et ce sera un point d'appui pour eux. Après, en matière d'écologie, mais ça, beaucoup de gens le disent mieux que moi, on a tous des efforts personnels à faire pour prendre son vélo, pour rénover son bâtiment, pour acheter une pompe à chaleur. Faites-le si vous pouvez et les élus seront là pour vous accompagner. Et comment mobiliser des élus qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions, puisqu'il y en a encore aujourd'hui, voire qui sont défiants par rapport aux enjeux climatiques, énergétiques? Quelle serait la bonne porte d'entrée Vous pouvez toujours aller à leur réunion publique et dire que vous n'êtes pas d'accord. Après, le mieux, c'est de voter pour les bons élus aux prochaines élections. C'est l'avantage d'une démocratie. Il y a aussi des élus qui ne s'intéressent pas à l'écologie. Si ça ne correspond pas aux souhaits des habitants, ils seront sanctionnés dans les urnes. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Après, il y a des manières très différentes de faire de l'écologie. Mais ça, c'est l'avantage d'un système démocratique. Et après, ça permet de comparer
d'objectiver, parce que c'est aussi ça qui est bien avec le Shift, c'est d'être capable à un moment donné de donner des chiffres et de voir objectivement qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui l'est pas. Justement, j'avais envie de vous poser une question, Vincent Schleckier. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de changer de cap, il faut juste accélérer. Donc là, je vous rejoins sur le fait qu'il y a déjà beaucoup de politiques sectorielles et d'actions qui sont menées et il faut accélérer. Maintenant, les ordres de grandeur, vous vous rappelez que le Shift aime bien les ordres de grandeur. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faudrait être de l'ordre de 5% de réduction des émissions par an et on est à peu près au tiers. Donc est-ce qu'il faut simplement accélérer dans chacun des secteurs ou il faut et vous comprenez bien que ma question est orientée, il faut aussi redéfinir une autre façon de faire territoire, hein, non seulement d'aménager le territoire, mais aussi de gouverner le territoire, où on va essayer de revoir les modes de gouvernance, de revoir un peu les silos là, qui nous enferment et qui nous font traiter les sujets justement un peu de façon sectorielle, politique par politique, parce que tout simplement les ressources vont manquer et qu'il va falloir affecter ces ressources, arbitrer ces ressources peut-être de façon différente. Et c'est aussi ça que l'on entend en disant on change de trajectoire et on redéfinit un projet de territoire à l'aune de ces nouvelles contraintes, mais en insistant sur le fait que ce ne sont pas que des contraintes, c'est aussi un certain nombre de co-bénéfices qui sont associés à cette sobriété, même si le mot, là, on l'a pas trop utilisé, c'est un mot à la mode actuellement. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, moi je suis d'accord avec tout ça. Après, si on regarde les ordres de grandeur et le fait qu'il faut accélérer, il faut regarder enfin, en fait, les élus, il faut qu'ils agissent massivement sur les choses qui sont massivement à leur main, quoi. La mobilité, on peut faire beaucoup de choses. Avec la rénovation thermique, on peut baisser significativement nos émissions. Il y a d'autres domaines où ce n'est pas les élus tout seuls qui ont vraiment les outils en main. Sur l'industrie, par exemple, à un moment donné, on va augmenter le prix du carbone avec des quotas carbone et l'industrie va progressivement évoluer. Ce n'est pas quelque chose que nous, on maîtrise. Et puis, il faudra trouver des solutions nouvelles pour le ciment et l'acier. C'est des enjeux majeurs si on raisonne sur les trajectoires de moyen terme de CO2. C'est pas des sujets c'est pas des choses qui dépendent vraiment de nous. Alors certes, on peut une fois de temps en temps faire un bâtiment un peu emblématique où on dit regardez, on a du ciment bas carbone. Nous, il se trouve qu'on a des cimentiers qui sont des leaders mondiaux. Une bonne partie de la recherche privée en ciment se fait en Isère. Donc ça nous intéresse, on suit ça et quand on peut aider de manière un peu emblématique, on le fait, mais ça dépend pas essentiellement de nous. Donc voilà, il faut aussi qu'on se concentre sur là où on peut être efficace. Et là, c'est vrai qu'il faut aller plus loin, mais bon, si on dit il faut multiplier par 3 la vitesse, c'est bien ça, accélérer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, on vous retrouvera en replay sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube et à suivre donc pour la décarbonation de Bourgoin-Jallieu, du département de l'Isère et de la communauté d'agglomération Port d'Isère. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu présent ce soir. Merci pour l'invitation. Et Laurent et Corentin, merci à vous également pour la présentation. On peut peut-être repartager donc les prochaines étapes. Rappelez déjà que ce replay et le cahier qui a été présenté ce soir est disponible au téléchargement sur le site du Shift Project. On se retrouve donc dès jeudi, à vrai dire. Ah oui, voilà, pardon. Donc, vous avez l'édition de la publication globale qui rassemble donc l'ensemble des cahiers avec les 6 typologies de territoire, ville, campagne, métropole, littoral, montagne et outre-mer. Les 6 cahiers sont aujourd'hui téléchargeables sur le site du Shift Project et seront bientôt disponibles en version papier également sur le site de notre éditeur Yves Michel. Et enfin, la plateforme web Shift My Town, qui elle sera disponible début 2023 pour pouvoir identifier donc les leviers de résilience pour sa commune. Et enfin, donc les prochains rendez-vous autour de la résilience des territoires. On se retrouve jeudi à 19h pour parler de la résilience des campagnes, mardi prochain à 14h, donc tenant compte des différents fuseaux horaires de l'outre-mer, donc pour parler résilience des outre-mer. Ensuite, le 29 novembre, on parlera de la
résilience des métropoles, le 1er décembre de la résilience des montagnes et enfin le 7 décembre, clôture donc de notre cycle de webinaires sur la résilience territoriale, on parlera des littoraux. Et un dernier mot pour remercier nos partenaires, donc les partenaires sans qui ces travaux sur la résilience des territoires n'auraient pas pu voir le jour. Donc un grand merci à eux et vous retrouverez donc l'ensemble de ces partenaires également sur le site du Shift Project. Voilà, donc c'est terminé pour ce soir et on vous retrouve jeudi à 19h pour la résilience des campagnes. Très bonne soirée et à bientôt.